Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Auditeurs et auditrices de ce podcast, connaissez-vous la génération Z ? C'est l'expression censée distinguer la nouvelle génération de jeunes salariés, ceux qui arrivent en ce moment sur le marché du travail et ceux qui ont parfois décroché un premier emploi pendant la pandémie. On utilise l'expression pour les distinguer de la génération Y. Ça, c'est celle qui a changé l'entreprise en y introduisant les codes d'Internet, mais qui n'est plus toute jeune maintenant, c'est la mienne. Comme sur les Y à un moment, on lit et on écrit tout sur les Z. Des idées reçues parfois négatives circulent. Ils seraient très à l'aise avec le télétravail, ça c'est plutôt bien, habitués à une pénurie de main-d'œuvre qui rend leur recherche d'emploi facile, ok, mais ils seraient aussi plus fainéants et exigeants sur la séparation vie pro-vie perso. Bref, ce concept de génération Z n'est-il pas un frein à l'intégration des jeunes sur le marché du travail ? Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Marc Loriol. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, sociologue du travail à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes auteur d'un article passionnant dans le média de tribune universitaire The Conversation. Il est intitulé « La notion de génération Z entrave-t-elle l'intégration des jeunes sur le marché du travail ?» Bonjour Marc Loriol. Bonjour. On a dit que la génération X rêvait d'un emploi stable, que la génération Y cherchait du sens au travail, que la Z est focalisée sur la séparation entre vie pro et vie perso. Mais vivre à la même époque, cela suffit-il à définir une expérience et des aspirations communes pour toute une classe d'âge ? Alors, vivre à une même époque, ça peut effectivement amener à vivre certains événements en commun. Mais ça ne suffit pas du tout pour expliquer les attitudes des uns et des autres, le rapport des uns et des autres au travail, parce qu'il faut tenir compte de bien d'autres choses. Par ailleurs, les clichés qu'on attribue à chacune de ces générations sont parfois un peu curieux, parce que si on fait un petit voyage dans le temps et qu'on va revoir, par exemple, les premiers textes qui étaient écrits en début des années 90 sur la génération X, c'est-à-dire la mienne en l'occurrence, on voit qu'il était précisé à l'époque que les X se distinguaient de leurs prédécesseurs, qu'on a appelés plus tard les boomers, qui étaient nés après-guerre, par le fait que justement, ils voulaient privilégier un équilibre entre le travail et la vie privée. On disait aussi que les X, par rapport aux boomers, toujours, étaient un peu plus rétifs à l'autorité, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à accepter les règles dès lors qu'on les leur expliquait, qu'on disait pourquoi il fallait obéir à une règle. C'est pas simplement on obéit parce que c'est le chef qui le dit. Et très étrangement, aujourd'hui, si on regarde une comparaison entre les trois générations, X, Y, Z, on nous dit que la génération X, justement, aime bien respecter les règles et valorise le travail. Donc ça peut paraître un peu étonnant. Une des explications, c'est peut-être que les X ont vieilli et ils n'ont plus le même âge que ce qu'ils avaient au début des années 90 quand ils commençaient à rentrer sur le marché du travail. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que on risque de confondre des effets de génération avec beaucoup d'autres effets. Ça peut être un effet de position. C'est pas parce qu'on est né à une certaine date qu'on est forcément tous les mêmes. Si on est né dans un petit village au fin fond d'une province assez peu connectée au grand réseau économique du pays, si on n'a pas de diplôme, si on est une jeune fille ou un garçon, ce ne sera pas la même chose que si on est un diplômé dans une grande ville avec toute une offre d'emploi extrêmement variée. Donc ça, c'est l'effet de position sociale, position géographique. Il y a aussi des effets de parcours. Si on a 22 ans et qu'on est étudiant, on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes attentes que si on a 22 ans et qu'on est marié et qu'on a déjà 2 enfants. Donc, effectivement, là, on voit que le parcours, la place où on en est sur le parcours de vie, mais aussi sur le parcours professionnel, on n'a pas la même position quand on est en train de chercher un travail, quand on débute son premier travail ou qu'on fait ses premiers stages, et quand on a 4-5 ans d'expérience. Beaucoup d'études montrent que les objectifs que se donnent les jeunes qui rentrent sur le marché du travail peuvent évoluer assez rapidement dans les 4, 5, 6, 7 premières années en fonction des expériences qu'ils vont rencontrer. Pour dire les choses de façon un peu caricaturale, au début, une partie d'entre eux souhaitent faire un travail qui leur plaît dans un domaine qui les passionne. Ils sont passionnés de musique, ils veulent travailler dans le domaine de la musique. Ils sont passionnés de bande dessinée. Tiens, si on travaillait dans le domaine de la bande dessinée, ce serait génial. Ou alors d'autres, au contraire, pensent que leur travail doit rémunérer des études donc longues. Disons qu'ils veulent d'abord avoir un boulot qui paye bien.
Et ça, c'est un peu des objectifs qu'on trouve chez les gens qui sont en tout début de vie professionnelle. Et puis après, au bout de quelques années d'expérience, en fonction d'expériences plus ou moins heureuses ou plus ou moins malheureuses dans le monde du travail, on voit que beaucoup vont réévaluer ces attentes et on va voir apparaître l'idée finalement un bon travail, c'est un travail où on a des collègues sympathiques, où il y a une bonne ambiance au travail, un travail aussi où on se sent reconnu, que les efforts que l'on fait sont appréciés par nos collègues ou par notre chef. Et donc, on voit que les objectifs sur ce qu'est un bon travail vont évoluer assez rapidement au cours du temps. Et le dernier élément aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet de période. C'est-à-dire que chaque période va caractériser un certain niveau du rapport de force au marché du travail entre les employeurs et les travailleurs, mais aussi des événements très particuliers peuvent avoir un effet spécifique sur l'ensemble des générations à un moment donné. On peut penser à l'époque actuelle où on est après les confinements, après la partie la plus dure de l'épidémie de Covid. On voit une relative amélioration depuis quelques mois sur le marché du travail et aussi un moment où un ensemble de personnes, soit parce qu'ils ont été en télétravail chez eux, soit parce qu'ils ont été en chômage technique parce que leur activité s'est arrêtée, soit parce qu'ils n'avaient plus de ressources et qu'ils ont dû en trouver des nouvelles, ont été amenés un peu de façon forcée à faire de nouvelles expériences. Et du coup, ça les a pu les conduire à réaliser peut-être des envies qu'ils avaient depuis longtemps, de trouver un travail qui les satisfaisait plus, où ils étaient plus disponibles pour leur vie privée. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on catégorise en termes de génération? Est-ce que finalement, ce ne sont pas les conflits intergénérationnels dans l'entreprise qui ont permis de voir les choses comme ça? Que nous apprend l'histoire sur ces conflits intergénérationnels? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là encore, si on remonte un petit peu dans l'histoire, on voit que l'idée que les anciens se plaignent des plus jeunes ou que les plus jeunes se plaignent des anciens se retrouve jusqu'à l'Antiquité, on peut citer une célèbre citation de Socrate qui est donnée par Platon, qui explique que les jeunes ne sont plus respectueux de l'autorité. Donc, on est à une époque très, très lointaine. Si on va un petit peu moins loin, j'ai fait tout un travail sur un certain nombre d'usines dans l'est de la France, dans le territoire de Belfort, et j'ai étudié différentes générations d'ouvriers, et j'ai pu noter comment, dans les années 60-70, les ouvriers plus âgés se plaignaient des ouvriers plus jeunes, des termes très proches de ce qu'on entend aujourd'hui sur la génération Z, avec peut-être l'exception qui est qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais on entendait des choses, par exemple, sur le Walkman. On disait, les jeunes, ils ont un Walkman sur la tête, et ça, c'était pour les X. Les boomers se plaignaient que les X avaient des Walkman sur la tête au travail, et donc ils ne communiquaient plus avec leurs collègues. Ils étaient dans leur petite bulle sonore créée par cet instrument. Donc on voit ces plaintes réciproques, parce que les plus jeunes peuvent aussi estimer parfois que les anciens ne les accueillent pas bien ou préservent leurs privilèges ou ne veulent pas partager leur savoir, ou au contraire ont des savoirs qui sont dépassés et qui n'auraient plus de valeur. Ces conflits de génération existent depuis longtemps, et ils existent d'autant plus quand l'entreprise a tendance à avoir d'une part une politique de recrutement avec des à-coups. Pendant longtemps, on va recruter personne, donc on a une population qui est vieillie. Et puis d'un seul coup, parce que l'économie repart ou parce qu'il y a des besoins, on va recruter beaucoup de personnes, donc des jeunes. C'est aussi le cas quand l'entreprise ne veut plus former ses salariés, mais veut recruter des salariés déjà formés par le système scolaire. Et donc on recrute des jeunes plus diplômés qui vont se retrouver avec des gens qui ont eu un savoir-faire qui est plus lié à leur expérience et leur ancienneté dans le travail. Et donc, il y a un conflit de valeurs, finalement, sur qu'est-ce qu'on valorise, est-ce que c'est l'expérience ou est-ce que c'est le diplôme. Et ça peut effectivement opposer les différentes générations et conduire à des discours assez récurrents, puisqu'on les entend depuis très longtemps se répéter et se renouveler. Avec un système, ça c'est très important pour expliquer comment on dépasse ce conflit de génération, c'est l'idée de don contre don. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent ne connaissent pas forcément les règles implicites, les codes propres à l'entreprise, ne connaissent pas non plus un certain nombre de choses que les anciens ont appris, non pas à l'école, mais par l'expérience. Mais à l'inverse, les jeunes peuvent amener peut-être parfois du dynamisme, l'envie d'innover, peuvent amener aussi des connaissances plus récentes parce qu'ils ont un diplôme peu de temps avant, donc ils sont au fait des dernières techniques. Et quand il y a cet échange, ce don contre don, où chacun apporte à l'autre ce qu'il peut apporter de mieux, et bien là, ça crée du lien. Parce que le don contre don, ce n'est pas un échange marchand. On ne va pas aider quelqu'un, on n'attend pas qu'il nous paye un retour, mais on crée finalement une attente de réciprocité qui est infinie. Parce qu'à chaque fois que l'on rend,
l'autre doit de nouveau rendre, et à chaque fois on crée un cycle de cette façon. C'est comme ça que se crée du lien social. Et aussi parce que ça renforce une vision partagée de ce qu'est le travail et de ce qui est bien ou pas bien de faire quand on travaille. Ça rend aussi les gens plus fiers parce qu'ils se sentent reconnus dans la mesure où, notamment dans le regard des gens plus expérimentés, ils voient que ce qu'ils font a de l'intérêt et de la valeur. L'épisode récent montre que ce n'est pas si évident que ça. Si on interroge les gens sur quelle a été votre expérience du télétravail forcé pendant les premières parties du Covid, eh ben, les plus jeunes sont ceux qui ont finalement un petit peu moins que les autres apprécié cette question du télétravail. Pourquoi ? Parce que justement, quand on entre dans un nouveau métier, on a besoin d'une part de pouvoir consolider un petit peu ses connaissances par de l'expérience, par de la pratique, et cette consolidation, elle se fait par l'échange avec des gens un peu plus expérimentés ou qui ont un autre parcours que le vôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour voir le conflit intergénérationnel entre la génération X et la génération Y ? Alors la génération Y, effectivement, on la connaît un peu mieux parce qu'elle est sur le marché du travail depuis plus longtemps que la génération Z. Et ce qui la caractérise peut-être par rapport aux deux générations, c'est qu'elle a connu une entrée sur le marché du travail relativement difficile. Une grande partie de la génération Y est rentrée après la crise de 2008, a connu une période où le marché du travail était très défavorable aux salariés, où il était difficile de trouver un emploi correspondant à son niveau d'études, un emploi à durée indéterminée, stable, avec des bonnes perspectives de carrière. Donc effectivement, les Y sont rentrés dans un marché du travail difficile, avec une expérience de la précarité relativement forte par rapport à ce qu'avaient connu en début de carrière les X. Et ça peut expliquer qu'il y a effectivement l'idée que est-ce que ça vaut la peine de se dévouer pour une entreprise qui ne vous promet que des métiers temporaires, qui ne vous promet pas une progression de carrière. Pour éviter les problèmes qu'on a vus avec la génération Y et accueillir d'une manière différente la génération Z, il faut le rôle et les pratiques différentes des politiques de ressources humaines. Quelles seraient les bonnes pratiques ? Quel serait le rôle important des RH pour changer cet accueil ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce qui caractérise peut-être les Z, et ce sera encore à vérifier, c'est qu'ils ont connu dans leur fin d'études et leur entrée sur le marché du travail la période des confinements, la période du Covid. Certains n'ont pas pu faire les stages qu'ils auraient aimé faire. Et donc, ils ont besoin de découvrir le monde de l'entreprise. Ils ont envie de le découvrir. Mais peut-être qu'ils n'ont pas commencé aussitôt que les générations précédentes à expérimenter ce monde du travail. Donc, il va y avoir peut-être un moment dans lequel ils ont besoin d'avoir quelques expériences différentes avant de vouloir se stabiliser pour être sûr qu'ils ont trouvé le métier qui leur convient. En même temps, quand ils n'ont pas fait de stage, ils sont bardés de connaissances théoriques, de diplômes, mais ils ont besoin de cette connaissance pratique. Donc, ce qui va les aider, c'est de pouvoir rentrer dans des milieux de travail où le collectif va pouvoir les accueillir, leur transmettre des choses et développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce don contre don. Mais concrètement, que peuvent faire les entreprises pour mieux accueillir ces jeunes générations ? Alors je pense que ce qu'il faut éviter de faire, c'est déjà de les mettre dans des cases, de dire « oh là là, ils sont vraiment très différents, il faut leur mettre des bureaux différents, il faut leur mettre des équipements spécifiques, il faut leur proposer des règles qui seraient différentes de celles des autres ». Mais malheureusement, ce n'est pas en proposant un baby-foot ou en leur proposant d'aller faire quelques heures de bénévolat sur leur temps de travail pour une association qui leur plaît que ça va suffire à rendre leur travail intéressant et à les amener à se dire « bah oui, c'est là que je veux faire carrière, c'est là que je veux faire au moins une partie de ma vie professionnelle ». Et ça peut se résoudre, par exemple, avec des formes de mentorat où des plus anciens vont accompagner, parce qu'ils sont aussi intéressés par ce projet-là, un plus jeune pour l'aider à développer son projet professionnel dans le cadre de son entreprise. Alors, on a bien compris qu'il ne faut pas mettre tous les aides dans le même panier. Quels sont les facteurs qui différencient ou qui séparent une génération en plusieurs sous-catégories, en plusieurs types d'aspirations, en plusieurs types de comportements ? Alors, il y a bien entendu le niveau de diplôme qui crée une nécessité plus ou moins forte. Et ça, c'est valable aussi bien pour les X que les Y ou les Z. Les différentes enquêtes l'ont montré, c'est-à-dire que plus on a un niveau de diplôme élevé, plus on a tendance à vouloir trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors que les gens qui ont un niveau de diplôme assez bas et qui se heurtent depuis des années à la question du chômage, ils savent bien qu'avant de pouvoir penser à avoir une vie personnelle, à fonder une famille par exemple, il faut d'abord avoir un revenu et un travail fixe qui garantit la possibilité de faire des projets, par exemple de louer une maison ou d'acheter une maison. Et quand on regarde les statistiques, c'est des préoccupations qui sont bien entendu beaucoup plus fortes pour les jeunes générations
que pour les plus anciennes qui sont souvent installées et en fin de carrière. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes générations, dans les enquêtes, sont plus prêtes à faire des heures supplémentaires rémunérées que les plus âgés, parce qu'ils ont ce besoin justement de pouvoir s'installer dans la vie hors travail. Dans le premier épisode de cette nouvelle saison du podcast Point de suspension, nous avions discuté avec la socio-économiste Coralie Pérez qui nous confiait que l'aspiration à trouver du sens dans son travail ne concerne pas seulement les cadres, mais aussi les ouvriers et les employés. Est-ce qu'il y a une dimension générationnelle à cette quête de sens ? Alors, la dimension génération, elle est relativement faible. Elle existe parce que, mais c'est un mouvement qui est vraiment de longue durée, la question du sens devient de moins en moins évidente au fur et à mesure que l'économie se diversifie et se complexifie. À une époque où les métiers étaient relativement clairs et limités, où les générations se succédaient en faisant souvent le même métier que leurs parents, où il y en avait aussi des très grandes entreprises, de très grandes organisations assez stables, la question du sens se posait assez peu dans la mesure où, d'une part, déjà, les gens étaient en quelque sorte préparés à exercer une activité particulière dans la société par leur socialisation antérieure, et d'autre part, où on avait ces grandes organisations, où il y avait des collectifs de travail forts qui étaient là pour représenter chacune des catégories de travailleurs et donner du sens au métier. Si on pense à l'action des syndicats ouvriers, une des dimensions de leur action, c'était de valoriser l'action des ouvriers comme ceux qui sont les producteurs, ceux qui produisent la richesse, ceux qui s'affrontent à la matière, par rapport à ceux qui, au contraire, géraient et qui étaient vus comme des gens faisant un travail moins difficile et voire éventuellement des profiteurs. D'autre part, la question du sens devient moins évidente également parce que le monde du travail sait de moins en moins reconnaître l'activité et le travail lui-même, dans la mesure où le travail est de plus en plus dirigé par des objectifs qui sont des objectifs de rentabilité, des objectifs financiers, qui sont décidés finalement en dehors de l'activité, en dehors du travail, par la concurrence que se livrent les grandes entreprises et les grands groupes dans le monde. Mais donc, ce n'est pas spécifique à une génération. Alors, il y a autre chose qui n'est pas spécifique à une génération, c'est le fait que les besoins supposés, ils évoluent progressivement tout au long d'une vie professionnelle. Comment on explique ça et quelles sont ces évolutions ? Alors ces évolutions, elles sont liées au cycle de vie, elles sont liées aussi à l'accumulation d'expériences. Quand on est plus expérimenté, à la fois on sait peut-être plus facilement se dépatouiller d'un problème un petit peu complexe parce qu'on a déjà vu des problèmes similaires. En même temps, peut-être qu'on est un petit peu, surtout en fin de carrière, un petit peu usé et qu'on n'a peut-être plus autant envie de s'investir que quand on était en début de carrière et qu'on avait envie de faire des choses nouvelles, de progresser. Donc cette question de l'âge, elle va travailler toutes les personnes tout au long de leur parcours. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette différence, par exemple, autour du télétravail. Finalement, les générations qui étaient en fin de carrière ont bien apprécié le télétravail, ne serait-ce que parce qu'elles avaient souvent des appartements plus grands, plus agréables, elles n'avaient plus d'enfants, de petits-enfants à domicile. Elles avaient déjà créé leur réseau professionnel, leur réseau d'amis. Et donc, le télétravail a été vécu plus finalement comme quelque chose de positif qui permettait d'éviter la fatigue des transports, qui permettait de regagner un petit peu de temps à la fois pour soi, mais aussi pour des projets professionnels. Alors que les plus jeunes, eux, qui avaient à la fois des logements plus petits, moins confortables, certains d'entre eux des jeunes enfants à la maison, mais qui avaient aussi besoin de se constituer un réseau professionnel, une expérience, eux ont peut-être un petit peu moins bien vécu ce télétravail. Alors pourquoi catégoriser les salariés en tranches d'âge, ça peut nuire au vivre et au travailler ensemble ? Ça peut nuire à l'idée de faire corps ensemble dans une entreprise ? Alors, les managers qui vont utiliser ce genre d'outils, c'est parce que justement, ils ne connaissent pas forcément bien les jeunes salariés qu'ils viennent d'embaucher. Et du coup, ne les connaissant pas forcément bien, ils peuvent parfois se trouver déroutés par certaines attitudes de ces jeunes salariés. Par exemple, un jeune salarié qui refuserait un CDI qu'on lui propose. Et là, l'employeur se dit, mais pourquoi il refuse un CDI alors que tout le monde cherche finalement à s'installer. C'est vrai que les jeunes, au bout de quelques années, sont majoritairement aussi à vouloir un CDI. Et d'ailleurs, même les plus jeunes sont majoritaires, mais un petit peu moins majoritaires quand ils rentrent tout juste sur le marché du travail à demander un CDI. Et donc, ce que ne comprend pas forcément l'employeur, il va essayer de le traduire en catégories et en clichés. Et du coup, il va croire que ce que les jeunes arrivants attendent, c'est d'avoir un certain nombre d'avantages ou un certain type d'environnement de travail ou un certain type de relationnel. Alors que lui, le jeune, s'il se demande si ça vaut le coup de prendre tout de suite un CDI, c'est pas ça qui le motive, c'est justement, il a envie d'avoir des expériences pour se dire, ah voilà, ça c'est un boulot qui me convient, dans lequel je me sens pas trop mal, dans lequel je sens que je peux évoluer ou en tout cas faire quelque chose où il y a un intérêt, où je me sens utile. Et donc on voit qu'il y a un décalage entre ce que peut percevoir l'employeur
et ce que peut vivre et expérimenter le nouvel arrivant. Donc plutôt que d'essayer de mettre les jeunes arrivants dans des cases, par exemple de penser que forcément les aides ont envie de travailler toujours sur les outils informatiques et à distance, que forcément les aides ont envie de donner de leur temps à une association ou que l'entreprise fasse un affichage comme quoi elle est écologique. Peut-être qu'il faut rien de se demander finalement comment dans mon métier je peux faire passer aux nouveaux arrivants l'intérêt de ce travail-là, comment je peux leur expliquer que oui certes je ne leur promets plus une carrière à vie, mais je leur promets quand même de pouvoir avoir un petit peu leur mot à dire et de pouvoir essayer de développer leur projet avec l'aide de gens qui ont de l'expérience et avec la bienveillance de ses collègues, encore une fois dans cette idée de don contre don qui va se développer et à la fois faire exister le collectif et donner le sentiment à chacun qu'il a une valeur importante. Donc voici une piste beaucoup moins caricaturale. Merci beaucoup Marc Loriol. Merci. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.